Il est vrai que je me concentre essentiellement sur The Walking Dead. Et très rarement sur Fear the Walking Dead. Ouais, bon, presque jamais en fait. Mais bon, vous savez pourquoi, hein, je veux dire, pour moi, il existe deux Fear. Les saisons 1 à 3, créées par Dave Erickson, qui mettent en avant la famille Clark, dans une série plus intimiste avec des personnages complexes, et le deuxième Fear, celui des saisons 4 à 8, avec un scénario sans queue ni tête, des personnages mal écrits et des situations complètement loufoques. Pourtant, même si je n'ai pas adhéré aux saisons des nouveaux showrunners, Chamblis et Goldberg, je dois admettre avoir fortement apprécié la première partie de saison 6. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. On y trouvait des personnages intéressants, une réal aux petits oignons, et surtout une histoire captivante sur sa première partie. En plus de ça, ils se sont amusés à enrichir le lore avec l'USS Pennsylvania, ce fameux sous-marin que Morgan découvre à la fin de l'épisode 1. Ils sont même allés jusqu'à produire un webisode nommé Dead in the Water, racontant comment les membres de l'équipage ont tenté de survivre, complètement coupés du monde sous l'eau, alors que l'apocalypse venait de commencer. Ce n'est pas la première fois que Fear s'amuse à explorer ce genre de situation. On l'avait déjà vu avec le webisode Flight 462, qui se déroule dans un avion, ou encore avec l'histoire du cosmonaute dans la saison 3. Et c'est ce que j'apprécie avec Fear the Walking Dead, cette capacité à explorer les situations inédites et inattendues. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire secrète de l'USS Pennsylvania, comment Riley et son équipage ont survécu jusqu'à sa rencontre avec Morgan Jones. J'espère que la vidéo vous plaira, on n'oublie pas le petit pouce bleu ou de s'abonner si la chaîne vous intéresse, et nous sommes partis. L'histoire commence avec Riley et son équipe en plein exercice d'entraînement au lancement des missiles nucléaires de l'USS Pennsylvania. Ils les réprimandent, reprochant que leur comportement ait causé l'échec de leur mission la veille, et Farley, l'un des membres de l'équipe, s'interroge sur la nécessité de ces exercices. Middlebrook, un autre membre, renchérit en disant qu'il peut presque voir sa maison depuis leur position. Le sous-marin se trouve dans le golfe du Mexique. Riley explique que cela ne les regarde pas. Leur devoir est de suivre les ordres. Si on leur demande de lancer des missiles, ils devront le faire sans poser de questions. Riley se rend ensuite à la cuisine pour demander à Cook s'il a vu Pierce, et au cours de leur échange, on apprend que Riley est père d'un petit garçon nommé Oliver. Plus tard, Riley retrouve Pierce, qui tente désespérément de capter un signal radio, mais en vain. Les deux hommes s'inquiètent, aucune communication ne passe. De retour dans sa couchette, Riley regarde une échographie de son fils. Il est interrompu par le capitaine Renwick, qui lui demande des comptes sur l'échec de la veille. Riley promet que cela ne se reproduira pas, et confie qu'il espère gravir les échelons, pour devenir un jour capitaine de son propre navire. Renwick s'interroge sur le lien entre sa performance et sa famille, et Riley avoue qu'il ne s'est jamais vu comme un père, et qu'il doute d'être fait pour cela. Renwick le rassure, affirmant qu'il changera d'avis lorsqu'il verra son fils sourire pour la première fois. Il lui demande ensuite de parler de ce qu'il tracasse. Riley exprime son incompréhension. Pourquoi continue-t-il ces exercices sans nouvelles du commandement, alors que leur camarade Friedman est entre la vie et la mort? La discussion est interrompue par Bacon, qui annonce que l'état de Friedman s'est aggravé. Toujours aucune nouvelle de l'équipe d'évacuation médicale. Park, le médecin de bord, tente alors une opération chirurgicale improvisée pour le sauver. Riley, Renwick et Bacon se dirigent vers la salle d'opération pour observer. Malheureusement, Park échoue. Pendant l'intervention, Friedman reprend brièvement conscience, à cause de la dissipation des effets du fentanyl. Il entre en état de choc avant de mourir. Son corps est ensuite transféré dans la chambre froide. Riley et Pierce tentent de réconforter Park, dévasté par cet échec. Il est d'autant plus affecté que, de nos jours, personne ne meurt d'une appendicite, grâce à la médecine moderne. Ensemble, ils se demandent pourquoi l'équipe médicale n'est jamais venue. Riley confie à Pierce son incompréhension. Pourquoi ont-ils été retirés d'une mission de l'OTAN pour être envoyés dans le golfe du Mexique? Les deux en concluent que quelque chose de grave se passe, mais que personne ne leur en parle. Un petit peu plus tard, le sac mortuaire contenant le corps de Friedman commence à bouger. Nous retrouvons alors Riley, Pierce, McGuire et Alvarez discutant de la situation. Ils trouvent étrange de ne pas pouvoir joindre le commandement ou quelqu'un à Galveston, situé à seulement 50 km. Ils mentionnent avoir capté un message incomplet il y a 2 semaines, indiquant que l'armée avait été déployée. Riley comprend que tout cela n'est pas une coïncidence. Certains évoquent l'idée d'abandonner le navire pour retrouver leur famille, mais Riley insiste sur l'importance de respecter les ordres. Au réfectoire, Renwick fait l'éloge de Friedman, lorsqu'un événement terrible se produit. Friedman, revenu à la vie, attaque Cook, Bacon et Park. Renwick tente de l'abattre avec plusieurs tirs,
mais c'est Riley qui finit par lui tirer une balle dans la tête. La panique s'empare de l'équipage, personne ne comprend comment Friedman a pu revenir à la vie. Renwick ordonne aux mordus de se faire soigner, ignorant les conséquences des morsures. Alors que Riley se repose dans sa couchette, Pierce arrive avec un message complet du commandement. Le sous-marin doit être prêt à agir. Riley, en rassemblant les indices, devine que les ordres pourraient être de lancer des missiles nucléaires sur leur propre pays. Il insiste pour montrer ce message au capitaine. En chemin, ils entendent un bruit dans les couloirs et découvrent Bacon, devenu zombie. En comprenant que les morsures sont un problème, Riley finit par lui écraser la tête avec un extincteur. En avançant, il croise d'autres rôdeurs dévorant Middlebrook. Riley active une alarme pour attirer les zombies ailleurs et se faufile discrètement. Dans la cuisine, il découvre Park, transformé en rôdeur, en train de manger un membre de l'équipage. Tentant d'abord de le raisonner, Riley finit par le tuer en lui écrasant la tête contre une plaque chauffante, puis en lui plantant un couteau dans le crâne. Riley se réfugie ensuite dans la chambre froide, avec Alvarez et Winokur. Là, ils discutent de la situation, se demandant comment les morts peuvent revenir à la vie, et s'il se passe la même chose à terre. Riley les rassure en expliquant qu'ils doivent rester concentrés. Riley propose de se rendre à la salle des armes. Winokur, stressé, hésite à tuer des membres de l'équipage, tandis qu'Alvarez refuse de partager son arme. Pendant la mission, Winokur est mordu et Alvarez l'abat sans hésitation, ce qui choque profondément Riley. Riley est ensuite attaqué par un rôdeur, mais il est sauvé in extremis par Maguire, qui intervient juste à temps. En arrivant dans le hall, Riley indique que la salle se trouve à l'autre bout du couloir. Malheureusement, celle-ci est envahie par des rôdeurs. Il leur rappelle qu'ils doivent être discrets, car ces créatures sont attirées par le bruit. Il demande à Alvarez de ranger son arme, mais soudain, Farley surgit de nulle part. Pris de panique, Alvarez lui tire accidentellement dessus. Terrifié par ce qu'il vient de faire, il tente alors de s'échapper par une trappe à proximité, mais il est rapidement submergé et dévoré par les rôdeurs. Riley, quant à lui, est aussi attaqué par surprise. Il parvient à le tuer en lui éclatant la tête contre une tige métallique et récupère une clé nécessaire à leur mission. Une fois arrivés au bout du couloir, ils sont rejoints par Pierce et le capitaine Renwick. Après avoir désactivé l'alarme, Renwick braque son arme sur eux et leur ordonne de prouver qu'ils n'ont pas été mordus par les rôdeurs. La tension monte d'un cran. Dans ce chaos, Renwick, Pierce, Riley et Maguire discutent de la situation. Peu après, un nouveau message du commandement arrive, révélant des coordonnées de lancement. Renwick annonce que la cible est Chicago et affirme que le lancement est désormais leur priorité. Riley s'oppose, refusant de lancer des armes nucléaires contre leur propre pays. D'autant plus que sa femme et son fils vivent à Chicago. Renwick insiste sur la nécessité de suivre les ordres, mais Riley et les autres refusent. Alors que les esprits s'échauffent, Renwick s'effondre au sol, révélant alors qu'il a été mordu. Avant de mourir, il demande à Riley de dire à l'équipage qu'il est mort en héros avec le navire. Dans un élan de compassion, Riley exécute sa demande et reprend les rênes de l'équipage. Il leur annonce une nouvelle mission, remonter le sous-marin à la surface et rentrer chez eux. Cependant, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Pierce est mordu en protégeant Riley, et dans ces derniers instants, il demande à Riley de retrouver sa famille à tout prix. Arrivé sur la plage, Riley réussit à joindre sa femme Lucy par téléphone. Il apprend avec soulagement qu'elle et leur fils Oliver sont encore en vie. Mais leur conversation vire au cauchemar lorsque des rôdeurs envahissent leur maison. Incapable de les aider, Riley entend impuissant les cris de sa femme et de son fils avant que la ligne ne soit coupée. Dévasté, il s'effondre sur le sable, abandonnant son téléphone, l'échographie d'Oliver et sa clé de lancement. Des semaines après, peut-être même des mois plus tard, Riley, barbu et brisé, campe toujours sur la plage. Alors qu'il s'apprête à se suicider, un homme mystérieux nommé Teddy l'interrompt. Celui-ci lui dit calmement « Ce n'est pas la fin, mon fils, ce n'est que le début ». Riley le regarde, partagé entre confusion et curiosité, laissant entrevoir une nouvelle phase de son histoire. Pour ceux qui ne savent pas, Theodore, ou Teddy Maddox, est le leader d'une secte et l'antagoniste de la saison 6. Teddy, ayant dirigé une secte similaire dans les années 70, avant d'être arrêté pour meurtre en série, voit en Riley un individu vulnérable et le recrute comme bras droit. Sous l'influence de Teddy, Riley adopte l'idéologie destructrice de la secte, visant à anéantir l'humanité. Utilisant ses compétences militaires, Riley joue un rôle clé dans la localisation et l'activation des missiles nucléaires à bord de l'USS Pennsylvania, dans le but de déclencher une apocalypse nucléaire afin de recréer un nouveau monde. Malheureusement, bien qu'ils parviennent à éliminer Teddy et Riley, le groupe de Morgan ne peut empêcher le lancement d'une partie des ogives. Une bombe explose, provoquant des ravages dans la région, bouleversant encore davantage l'univers déjà chaotique de The Walking Dead. Et du scénario au passage. Voilà!
pour cette vidéo sur l'histoire mystère, secrète, tragique, ce que vous voulez, du sous-marin. J'espère qu'elle vous aura plu. Portez-vous bien et à bientôt.